Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je vous présente aujourd'hui Ludivine Beaubry, accompagnante en intégration motrice primordiale et en allaitement. Nous allons parler aujourd'hui pour cet épisode expert des réflexes archaïques. Vous avez probablement déjà entendu ce mot, voire vous connaissez quelques réflexes archaïques que le pédiatre a pu tester lors d'une consultation à la maternité. Aujourd'hui, nous allons plus précisément parler de l'intégration motrice primordiale, IMP de son petit nom. Ludivine utilise cette approche qui s'appuie sur ces réflexes archaïques pour accompagner bébés, enfants et adultes. Elle va vous expliquer ce qu'est un réflexe, quand il apparaît, l'intérêt de sa présence, de son inhibition ensuite, et vous expliquer pourquoi il est important que ces réflexes soient bien intégrés, comme elle le dit. On va bien sûr parler plus spécifiquement de l'allaitement. Cet épisode s'adresse aux parents comme aux professionnels qui seraient désireux de comprendre ces mécanismes et comment ils peuvent influer sur l'allaitement maternel. Le sujet n'est pas toujours très connu, c'est pourquoi il nous semblait important d'aller un peu plus loin que les seules notions attenantes à l'allaitement maternel. Cela en fait un épisode assez riche en informations. Et cette fois-ci encore, j'apprends en même temps que vous. Et c'est passionnant. Belle écoute. Bonjour Ludivine, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci beaucoup pour ton invitation. Mais de rien. Je suis ravie, Ludivine, de parler aujourd'hui avec toi des réflexes archaïques, qui est un sujet que je ne connais moi-même pas bien. Donc Ludivine, tu es accompagnante en intégration motrice primordiale. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous présenter qui tu es un peu plus longuement ? Oui, alors j'habite à Caen dans le Calvados, je suis maman d'une enfant de 12 ans que j'ai allaitée, je vais pas citer le nombre d'années, mais assez longuement. Et puis par ce biais-là, je suis devenue accompagnante en allaitement. Alors d'abord sous une casquette entièrement bénévole pour le réseau normand pour l'allaitement, donc je suis toujours bénévole pour cette association, mais j'accompagne aussi des allaitements professionnellement. Je suis pas consultante en lactation IBCLC, mais j'accompagne des allaitements depuis plusieurs années maintenant. Et la grille de lecture des réflexes archaïques et les formations et les découvertes et les expériences que j'ai eues autour des réflexes archaïques ont beaucoup étayé la manière dont j'observe les allaitements, dont je comprends l'allaitement et dont j'accompagne du coup les femmes et les familles autour de l'allaitement maternel. Donc voilà, c'est tout ce pôle périnatalité qui m'intéresse beaucoup. J'accompagne les grossesses également, j'anime des ateliers de portage bébé, massage bébé, mais on va dire que le plus gros de mon activité aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes et les familles autour de l'allaitement maternel et d'accompagner aussi tout type de public, donc bébés, enfants, adultes, personnes en situation de handicap, autour de l'intégration des réflexes archaïques pour qu'ils puissent développer au maximum leur potentiel. Ok. Et tu formes aussi des thérapeutes Oui, en alors intégration. merci. À côté de mon activité, on va dire en libéral, de cabinet, je co-dirige un centre de formation avec mon compagnon, Paul Landon, le centre de formation Le Plaisir d'apprendre. Paul, c'est lui qui est le créateur de l'intégration motrice primordiale, donc cette approche autour des réflexes archaïques, parce qu'en France, il n'y a pas que l'IMP autour des réflexes archaïques qui est développé, il y a d'autres courants qui existent autour des réflexes également, qui sont très complémentaires. Et donc, on co-dirige ce centre de formation dans lequel on anime un cursus professionnel de plusieurs modules de formation autour des réflexes et on forme, on va dire, on a la chance de former, d'être un trait d'union entre différentes professions, on va dire ça comme ça. On forme aussi bien des professionnels du corps, donc des thérapeutes manuels, ostéo, chiro, kiné. On forme aussi des professionnels de la rééducation, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens et d'autres types de rééducateurs peut-être un peu moins conventionnels. Et puis aussi des gens qui s'intéressent à
à la posture, au monde du sport, des enseignants aussi, voilà. Et puis parfois, trop peu à mon goût, mais des professionnels de santé type sage-femme, médecin, pédiatre. On en a quelques-uns dans les stages, pas beaucoup, mais de plus en plus. Donc voilà, une grande diversité de collaboration ensuite autour des réflexes avec ces différentes professions. Ok, donc t'es bien occupée, quoi. Ça va. Alors, Ludivine, est-ce que tu peux nous expliquer, reprenons à la base, qu'est-ce que c'est qu'un réflexe archaïque? Ouais, t'as raison. On va reprendre peut-être une définition un peu codée, un peu formelle. Un réflexe archaïque, c'est une réponse motrice chez le bébé, une réponse motrice involontaire à une stimulation sensorielle. Donc à partir du moment où il y a une stimulation sensorielle qui peut être d'origine tactile, d'origine vestibulaire, c'est-à-dire liée à l'oreille interne, d'origine positionnelle, le bébé va être équipé à la naissance avec un arsenal de réponses motrices génétiquement encodées dans son système nerveux. Et ce bébé va faire émerger un mouvement de manière spontanée et automatique en réponse à cette stimulation sensorielle. Donc c'est vraiment du mouvement stéréotypé. La réponse est la stimulation est sur un mode précis et la réponse est toujours la même. Voilà. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Alors, on peut donner un exemple. Beaucoup de familles et de professionnels de santé connaissent le réflexe d'agrippement. Il est parfois appelé réflexe de grasping, donc d'agrippement palmaire, parce qu'on a un agrippement plantaire aussi, mais d'agrippement palmaire. Donc, à la naissance, quand on touche à peu près n'importe où d'ailleurs à l'intérieur de la paume de la main du bébé, et ben, il va fermer la main de manière automatique, il va agripper de manière automatique. Cette stimulation tactile va engendrer cette réponse motrice d'agrippement de manière innée, de manière non apprise, c'est-à-dire que le bébé n'a aucune intentionnalité qui est liée à son mouvement à ce moment-là. Il se dit pas ah tiens ça me chatouille dans la main donc je vais fermer la main à ce moment-là. Ça se fait à son insu. C'est un mouvement qu'il n'a pas appris, mais il est équipé de cette compétence innée dès sa naissance. Alors, ces réflexes, si on peut aller un peu plus loin pour expliquer ce que c'est, quand est-ce que ça apparaît, à quoi ça sert, est-ce que ça doit toujours être là, pas toujours être là, est-ce que c'est un problème si c'est pas là? Raconte-nous. Alors peut-être cette histoire de chronologie de la vie d'un réflexe, enfin j'aime bien appeler ça comme ça, la vie d'un réflexe, c'est-à-dire ce que tu disais, quand est-ce que ça apparaît, ça joue quoi comme rôle, et puis est-ce que ça s'en va, voilà. La plupart des réflexes, on va faire un peu grosso modo, mais la grande majorité des réflexes émergent dans la vie fœtale. Certains même, dès la vie embryonnaire. Donc vraiment dans le premier trimestre de grossesse, on a déjà un réflexe qui s'appelle le réflexe de retrait, que certains appellent dans le petit monde des réflexes, le réflexe de paralysie par la peur ou de peur paralysante. C'est-à-dire que dès la phase embryonnaire, l'embryon, il a déjà cette première pulsation de vie, de protection de ce réflexe de survie, de protection de l'espèce, qui fait que quand la maman, qui sait pas forcément qu'elle est enceinte encore d'ailleurs, est un peu chahutée ou a un mode de vie vigoureux ou bouge, etc., ou éventuellement prend un coup, et ben l'embryon a déjà la capacité, quand il se sent un petit peu chahuté, de se recroqueviller sur lui-même pour se protéger. Donc on a déjà la première réaction organisée, on peut dire, sous forme réflexive, dès la vie embryonnaire. Et puis alors après, début du deuxième trimestre, là c'est l'explosion de l'émergence des réflexes. Dès que le fœtus, au passage entre la vie d'embryon et de fœtus, a vraiment... Qui se passe entre le premier et le deuxième trimestre. Hein. Entre le premier et le deuxième trimestre, ouais. Dès que le bébé vraiment a des bourgeons de mains et de pieds qui deviennent vraiment très clairement des doigts et des orteils, à ce moment-là, il commence à agripper. Au moment où les agrippements de la main et des pieds arrivent dans la vie fœtale, on a aussi les suctions qui se mettent en place, et le bébé va commencer aussi très vite à déglutir du liquide amniotique. Il va en déglutir de plus en plus et de plus en plus habilement, mais voilà. On a tous les réflexes axiaux de flexion et d'extension aussi du fœtus qui se mettent en place. Au début, le bébé, il a de la place. Pas la même chose dans le troisième trimestre, et particulièrement le dernier mois de la grossesse où le bébé va être vraiment contenu de toutes parts, mais il peut faire un peu des pirouettes, il est accroché à son cordon ombilical, et puis il peut faire des extensions de tout son corps, des flexions de tout son corps, et à partir d'un certain moment, on a un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique labyrinthique en flexion, qui va faire que le bébé va garder sa position fœtale, le fœtus va garder sa position fœtale
Et c'est plutôt bien que ce réflexe apparaisse puisque la gestation du bébé va pouvoir être menée à terme que si le bébé conserve cette position fétale. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que parfois, dans des cas de handicap ou de maladie génétique ou autre, ce bébé ne prend pas la position fétale et ça peut être un obstacle au fait que la grossesse soit menée à terme et surtout pour la naissance par voie basse. Donc on a les réflexes orofaciaux qui arrivent très vite, les réflexes d'agrippement, les réflexes spinaux, c'est-à-dire les réflexes autour de la colonne vertébrale, des réflexes de jambes, de mouvements alternatifs de jambes. Donc le bébé s'entraîne pendant toute sa vie fétale. Il a des réflexes qui émergent par rapport à des stimulations endogènes, donc il a des sensations à l'intérieur de son corps qui lui font exprimer telle ou telle position, et puis évidemment il y a les mouvements maternels et les stimulations aussi qu'il perçoit au travers de l'utérus maternel qui font qu'il va réagir d'une certaine manière. Donc on a vraiment l'émergence, une floraison d'émergence de réflexes pendant la vie fétale, et puis pendant la naissance, le bébé va utiliser ces réflexes. Donc le rôle des réflexes pendant la vie fétale, c'est, on va dire vraiment de manière très schématique, c'est de créer de la croissance nerveuse. C'est de brancher les chaînes musculaires, c'est de brancher les muscles avec le système nerveux, et donc le bébé va s'entraîner à faire du mouvement pendant sa vie fétale. Et donc il est dans les starting blocks, il est prêt au moment de sa grande descente dans le canal de la naissance. Il va vraiment utiliser ces réflexes de manière vraiment synergique les uns avec les autres. Donc, il va utiliser des réflexes de flexion de tête pour se poser, pour aller poser sa tête là où il faut pour que les contractions utérines maternelles soient efficaces. Et puis, il va avoir des réflexes de ce qu'on appelle là je vous balance plein de noms de réflexes comme ça mériterait de creuser tout, mais je donne des noms. Un réflexe de retournement segmentaire qui fait qu'il va y avoir un retournement séquentiel quand le bébé va s'engager dans le bassin de sa mère plutôt en diagonale, et il va tourner sa tête. À un moment donné, ça va faire tourner ses épaules, tourner son bassin, et ça c'est réflexe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une partie du corps qui tourne, il faut que le reste puisse tourner aussi pour faciliter la naissance. Il va faire, surtout dans la dernière phase de la naissance, des mouvements alternatifs de jambes pour prendre appui en fait sur le fond de la paroi utérine. Et aider maman finalement. Il va aider maman. Donc les réflexes sont des facilitateurs de la naissance. Ils facilitent aussi. Il y en a qui jouent un rôle plutôt d'accélérateur, notamment les réflexes spinaux, qui fait que les contractions utérines vont faire comme un gros massage global proprioceptif là sur le dos du bébé, qui va répondre par des petites inclinaisons latérales qui vont le faire ramper en fait, en quelque sorte, dans le canal de la naissance. Alors, il n'est pas déplié, ce bébé, il est en position fétale, il est contenu de toutes parts, mais il va y avoir des mouvements de simili-reptation quand même qui vont l'aider à faire sa grande glissade là. Okay. Voilà, et donc il a un dos vraiment, un dos et des réflexes du dos qui vont lui servir à trouver le bon axe, la bonne direction, des réflexes qui vont lui servir à faciliter les rotations et des réflexes qui vont l'aider à faciliter la propulsion à partir du bas du corps. Donc on a un bébé qui est déjà super bien organisé et qui continue à utiliser des réflexes qu'il utilisait déjà dans la vie fétale pour naître. Et le corps de la mère et le corps du bébé pratique une espèce de danse qui fait que la mère, par ses mouvements, par les positions qu'elle va prendre, par sa respiration, par sa manière de se connecter corporellement à son bébé, le bébé va manifester des réponses motrices qui vont être en lien avec surtout les mouvements là, quand même, les mouvements maternels. Donc on a vraiment les comportements innés des mères dans ce processus physiologique qu'est la naissance, qui vont venir en interaction avec les réponses motrices du bébé qui sont déjà prêtes pour ça. Donc, d'accord. Donc, voilà. On sait que de façon classique, les bébés s'orientent tous de la même façon dans le bassin pour s'engager dans le canal. C'est lié à ces réflexes. C'est lié à ces réflexes, tout à fait, tout à fait. Alors, l'émergence des réflexes dans la vie fétale vont être un petit peu différentes. Le niveau et la qualité d'émergence et d'utilisation des réflexes dans la vie fétale peut déjà être un petit peu impacté par la crise du logement dont souffrent certains bébés dans les ventres de leur maman. C'est-à-dire que si la maman a des petits désagréments au niveau postural, je sais pas, diaphragme, bassin, tout un tas de choses, déjà le bébé,
peut-être que de manière latéralisée, il va exprimer des réflexes plus d'un côté que de l'autre, il va y avoir un petit peu moins de place. Évidemment, un bébé qui va se présenter par le siège, ou il va pas avoir la même séquentialité de réflexes et cascade de réflexes qui vont se mettre en lien les uns avec les autres pendant le démarrage du travail et puis pendant la naissance. Donc, suivant la manière dont le bébé était placé en fin de vie fœtale, des bébés qu'on voit placer la tête en extension, par exemple, vont avoir un pliage déjà d'extension qui peut mettre un petit peu de sable dans l'engrenage, dans les rouages du processus de naissance, et puis ça se retrouvera plus tard après. Voilà. Donc on a tout un tas de facteurs qui font que le bébé déjà, dès la naissance, va plus ou moins utiliser ces réflexes à bon escient. Et évidemment, le facteur qui va être déterminant aussi, c'est le respect de la physiologie de la naissance et la capacité de la maman à adapter ses mouvements et ses positions en fonction de ce qu'elle va sentir et des réponses et de l'avancement de son bébé à l'intérieur d'elle. Donc voilà, mais peut-être si après on parle des facteurs de prévention, on pourra revenir un petit peu sur... Yes, on en reparlera, en effet. Alors, à quoi ils servent? Donc, ça sert pour l'accouchement. Et puis, une fois l'accouchement terminé, dans le meilleur des mondes, tout va bien, bébé est en forme, maman est en forme. Alors, à quoi ça sert maintenant, ces réflexes, une fois qu'on est né? Ouais, alors le bébé continue à s'en servir. Les rôles vont être... La nature recycle en fait les rôles du réflexe. Les réflexes se manifestent... c'est un peu âge dépendant, c'est-à-dire que dans la vie fœtale, il y a un rôle précis. Au moment de la naissance, il y a un rôle précis. Donc là, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le rôle, les réflexes d'allaitement et le rôle que les réflexes vont jouer dans la mise en place et dans le déroulé de l'allaitement maternel. Donc c'est vrai que le premier rôle... un des premiers rôles du réflexe, ça va être le fait que le bébé puisse avoir accès au sein et va pouvoir aller se nourrir de manière autonome. C'est-à-dire que le bébé était dans cette vie aquatique, nourri entre guillemets passivement 24 heures en continu par son placenta. À la naissance, chez la maman, c'est la glande mammaire qui va prendre le relais du placenta. Et le bébé, il va devoir brancher cet axe dans son corps, nombril bouche et puis nombril sacrum pour pouvoir mettre en place l'excrétion aussi. Et les réflexes vont l'aider. On a beaucoup de réflexes antigravitaires qui vont d'abord l'aider à composer face à la gravité, puisqu'il va falloir qu'il retrouve une espèce d'harmonie motrice qu'il avait dans cet univers agravitaire, le A privatif, l'absence de gravité dans l'utérus. Donc non gravitaire. Donc là, il va devoir retrouver un certain nombre une organisation motrice à peu près harmonieuse, et ça va lui prendre plusieurs semaines et plusieurs mois, mais les réflexes vont l'aider à se déplacer dans ce milieu dans lequel il est soumis face à la gravité. Donc, composer face à la gravité, c'est un premier rôle, c'est un rôle de moteur. Avant de pouvoir utiliser ses réflexes pour se déplacer, d'abord, il va composer face à la gravité, relever sa tête, dégager ses voies aériennes, faire tout un tas de choses comme ça. Ok, juste un petit rappel, peut-être avant qu'on continue sur les réflexes archaïques, au sens où toi tu les vois au quotidien et tu les travailles. On va juste faire le petit rappel de dire que donc, les réflexes archaïques, en tant que parent, non sachant, le premier truc qu'on voit, c'est le pédiatre finalement les tester à la maternité, le réflexe de marche, le grasping dont on parlait tout à l'heure, la main qui se referme quand il y a une stimulation. Toute la suite dépend évidemment du fait que juste ces réflexes-là sont présents. Enfin, l'absence d'un de ces réflexes, on rentre dans de la pathologie, n'est-ce pas? Et on parle plus de la même chose. Ouais, on a les réflexes, en fait, à la base, en médecine, enfin, je dirais même pas en pédiatrie, parce qu'il n'y avait pas de discipline de pédiatrie quand on utilisait déjà les réflexes, c'était la médecine. On utilise toujours les réflexes comme des jalons de la maturité neurologique du bébé. Donc, on va tester un système nerveux, on va voir s'il est suffisamment mature ou s'il est lésé. Et les réflexes, alors il n'y a pas que les réflexes, il y a le tonus musculaire et il y a plein d'autres indicateurs, mais qui peuvent nous indiquer est-ce que ce bébé, il a un système nerveux intègre ou pas, et l'absence de réflexes ou je dirais la manifestation exacerbée au contraire de certains réflexes par rapport à d'autres qui eux sont absents peuvent nous indiquer
un désordre neurologique, une pathologie, une infection, enfin quelque chose qui nous montre que le système nerveux est menacé. Et c'est toujours utilisé comme ça, les sages-femmes, les pédiatres testent ça à la maternité. Quand on parle un petit peu du monde de l'intégration des réflexes et de l'intégration motrice primordiale, on va pas utiliser, nous, l'observation des réflexes, même si on enseigne aux professionnels à évaluer les réflexes, à observer les réflexes, que ce soit dans des périodes de vie où les réflexes doivent être présents chez le bébé, ou que ce soit plus tard, où justement on doit avoir une absence de motricité réflexe plus tard. Mais on ne va pas en tirer comme conclusion, on ne va pas l'utiliser comme outil de diagnostic neurologique, parce que nous, on n'est pas des professionnels de santé et c'est pas le but. On va utiliser le signe du réflexe. Est-ce que le réflexe a bien joué son rôle et est-ce qu'il est inhibé correctement comme il doit l'être, ou chez le bébé, parce que chez le bébé les réflexes sont pas inhibés, est-ce que le bébé l'utilise correctement, à bon escient comme il devrait l'utiliser pour gravir les différentes étapes de son développement moteur. Oui, parce qu'une bonne intégration d'un réflexe archaïque, c'est un réflexe qui apparaît, qui est présent un certain temps et qui ensuite disparaît. Et c'est aussi important qu'il disparaisse qu'il apparaisse en fait. Ouais, et donc je vais continuer du coup sur la vie d'un réflexe, comme ça ce sera plus clair par rapport à ce que tu dis. Donc le bébé va utiliser ses réflexes, on en est à peu près à cette phase-là dans la vie de nos réflexes. Hein. Il utilise ses réflexes pour faire face à la gravité, pour se nourrir, pour se déplacer, pour communiquer ses besoins, tout un tas de fonctions pour s'attacher aussi. On a des réflexes qui sont très en lien avec le statut hormonal et les théories et les principes d'attachement. Donc, une fois que le bébé a bien utilisé ses réflexes, alors certains réflexes vont physiologiquement rester présents et actifs durant 1 mois, d'autres 2 mois, 3 mois, d'autres vont mettre plusieurs années à s'inhiber totalement, notamment des réflexes qui sont très en lien avec la posture debout, qui préparent à la posture debout. Mais à partir, on va dire globalement de l'âge de la marche, donc là, on peut pas dire que c'est un an pile, hein, ça peut être entre 10 mois et 18 mois, même plus, hein, chez certains enfants. Donc à partir de l'âge de la marche, on ne devrait plus, l'enfant a accès complètement aux mouvements volontaires, soit les mouvements axiaux ou les mouvements périphériques, et donc il n'est plus censé, quand on va stimuler des réflexes, on n'est plus censé voir ces réflexes résiduels à l'observation. Quand je vais faire guili-guili dans la main d'un enfant, d'un bambin de 2 ans, 3 ans ou 4 ans, il a plus les doigts qui se ferment de manière spontanée sur ma stimulation et il peut choisir d'aller attraper quelque chose ou de le lâcher à volonté. Son corps n'est plus sous influence, sous contrôle de ce réflexe. D'accord. Donc, et là, on parle donc, alors, en termes médicaux, on parle d'inhibition d'un réflexe. Nous, en IMP et dans les différentes approches autour des réflexes, on parle d'intégration du réflexe dans le système de motricité globale de l'enfant. Donc, le réflexe, les zones, on va dire, corticales ont pris les commandes, le réflexe va se ranger dans les zones sous-corticales, la motricité volontaire est développée, l'enfant a accès au mouvement volontaire, il marche, il commence à développer le langage, il attrape, il pousse, il fait tout un tas de choses qu'il se déplace, qu'il faisait jusqu'à présent grâce à l'utilisation de ces réflexes qui se manifestaient de manière involontaire. Maintenant, il peut avoir accès de manière autonome et être acteur de son mouvement une fois qu'il est j'allais dire débarrassé, c'est pas le bon mot, mais une fois qu'il a accès à sa sphère de mouvement volontaire et qu'il n'est plus contrôlé par le mouvement réflexe. Donc c'est impératif pour qu'un réflexe mature correctement, qu'il soit utilisé. Donc par rapport à l'allaitement maternel, évidemment, je disais tout à l'heure que un des rôles, une des fonctions plutôt, on devrait dire, du réflexe, c'est l'alimentation. C'est une fonction d'alimentation. Donc, on peut faire la supposition que si un réflexe qui est censé être utilisé pour une fonction précise et génétiquement le bébé a encodé ça pour pouvoir exprimer les réflexes orofaciaux, par exemple, au service de la mise en place de l'allaitement maternel, et que ça n'est pas fait, puisque le bébé reçoit de l'alimentation autrement. Alors, ça ne veut pas dire, attention à mon discours, c'est la catastrophe, va y avoir plein de réflexes. N'entendez pas que si vous biberonnez votre bébé, c'est une catastrophe. Voilà, c'est un facteur parmi d'autres. Là, c'est parce qu'on est sur un podcast autour de l'allaitement, donc je cite l'allaitement.
il va y avoir plein d'autres manières d'exprimer ces réflexes. La motricité libre, avoir un corps fluide, sans tension, va avoir des actions de prévention comme emmener ses enfants chez les thérapeutes manuels, pouvoir apporter une grande sécurité affective, va aussi stabiliser le système nerveux du bébé et lui permettre d'inhiber ses réflexes correctement. Mais c'est vrai que l'allaitement maternel a cette particularité, c'est que c'est comme souvent les réflexes, on les appelle des schèmes moteurs aussi. Et c'est Piaget qui parlait beaucoup de schèmes moteurs. Un schème, c'est un patron moteur, un modèle de mouvement, une structure de mouvement en fait, donc un pattern, certains disent pattern. Et donc l'allaitement maternel, la séquence d'allaitement maternel, c'est un peu comme un métaschème. Ça veut dire que ça fait appel à plein de schèmes moteurs qui fonctionnent en synergie les uns avec les autres. Parce que le bébé qui tète, il n'utilise pas que ses réflexes du visage, que ses réflexes orofaciaux. Il tète avec son dos, il tète avec son cou, il tète avec ses mains, il tète avec ses pieds. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il met en action toute la motricité, sa motricité dans sa réflexe dans sa globalité, pour pouvoir prendre le sein de manière efficace. Et en tout cas, beaucoup de bébés ont besoin d'utiliser les réflexes de leur corps en entier pour parfaire leurs compétences de succion, déglutition, de coordination, succion, déglutition, respiration, qui est pas toujours au top au début parce que le bébé, faut qu'il s'entraîne à tout ça. Donc, le bébé a besoin d'utiliser ses réflexes pour que ses réflexes s'inhibent, pour que ces réflexes s'intègrent et pour que ces réflexes puissent ressurgir à des moments où on en a vraiment besoin. Et je voudrais juste faire cette petite précision-là, parce que un réflexe qui s'inhibe ou qui s'intègre, ça ne veut pas dire un réflexe qui disparaît. On pense souvent les réflexes doivent disparaître, les réflexes sont nos ennemis, il faut plus qu'on en ait à l'âge adulte. Non, au contraire, les réflexes sont nos anges gardiens. C'est-à-dire que si à un moment donné, je me promène dans la forêt et puis que je perds l'équilibre parce que je glisse sur une racine ou je sais pas quoi, je suis bien contente que mon grasping, mon agrippement de la main, il refasse surface de manière totalement involontaire. Parce que si le temps que je doive réfléchir à cette information, tiens, je suis en train de tomber à tant de degrés en arrière, je vais sortir mon bras gauche qui va attraper la branche qui est sur le côté, le temps que ça monte au cerveau et que ça redescende en bas. Trop tard. Trop tard, je suis déjà tombée. J'ai les fesses par terre et le sacrum cassé ou le crâne cassé depuis longtemps. Bon. Donc mes réflexes vont ressurgir quand mon intégrité physique est menacée. Là, je donne le réflexe, l'exemple de l'agrippement, mais mes réflexes vont ressurgir à bon escient au moment donné où j'en ai vraiment besoin. Et après, ils vont se ranger là où ils doivent être rangés. Donc, un réflexe bien intégré, c'est un réflexe qui me laisse tranquille quand j'en ai pas besoin et qui laisse mon mouvement volontaire se développer, mais qui est présent en protection positive à bon escient quand j'en aurai vraiment besoin dans ma vie. Ok, et donc du coup, en lien avec l'allaitement, est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur l'utilité de ces réflexes pendant l'allaitement et ce qui peut éventuellement, nous en tant que parents, et puis pour certains professionnels qui peut-être connaîtraient pas bien cette thérapie d'intégration motrice primordiale, quels signes on peut voir chez un bébé qui est allaité, qui peuvent nous laisser penser que ce serait intéressant de se tourner vers un thérapeute qui est formé dans l'intégration motrice primordiale. Juste, on va citer quand même pour que peut-être les gens qui nous écoutent se rendent compte que le bébé utilise tout son corps et tous ses réflexes quasiment quand il tète. Et puis, qu'est-ce qui va favoriser aussi la bonne utilisation des réflexes si vous accompagnez l'allaitement ou si vous êtes maman allaitante? C'est intéressant j'allais utiliser un langage un peu d'entreprise, mais j'allais dire optimiser le bon démarrage et la bonne prise du sein de votre bébé et optimiser un démarrage de l'allaitement ou un allaitement même au plus long cours qu'on a envie de continuer de manière sereine. C'est intéressant que le bébé puisse utiliser ses réflexes et qu'on lui facilite son job de bébé pour ça. Hein. Donc, les réflexes qui sont vraiment copains de l'allaitement, on va dire, c'est le trio pied-main-bouche, quoi. Évidemment, alors je n'ai pas trop envie de passer de temps sur les réflexes du visage parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux et c'est ceux que les professionnels autour de l'allaitement connaissent le mieux. Et on se doute que le bébé utilise sa succion réflexe, sa déglutition pour téter. Alors on parle un petit peu du fouissement, mais un peu moins. Donc, on peut citer quand même le fouissement. C'est la petite tête chercheuse du bébé qui fait que, voilà, à partir du moment où le bébé, on déclenche son fouissement et sa succion, le bébé ne peut pas ne pas téter. C'est-à-dire que le bébé, au début, en tout cas, les premiers jours et les premières semaines,
enfin les premiers jours au moins, n'a pas l'intention d'aller téter, il fait pas le lien de cause à effet. Tiens, j'ai faim, je vais ouvrir la bouche, je vais tirer la langue de manière volontaire et je vais téter. Ça se fait tout seul parce que ses réflexes orofaciaux sont stimulés. D'accord. Mais alors la plupart des bébés, enfin certains bébés vont avoir juste besoin du contact du mamelon de leur maman dans leur bouche pour téter. Et ils vont coordonner très bien succion, déglutition, respiration, et tout va bien dans le meilleur des mondes, quelle que soit la manière dont la maman installe son bébé au sein. Il utilise ses réflexes orofaciaux, il est très bien, il est arrivé mature au niveau de tout ça, donc c'est OK. Mais en général, nous, en tout cas en tant que professionnels autour de l'allaitement, on est face à des allaitements qui soit démarrent pas très bien, soit mille choses. On estime que les professionnels de santé estiment que le bébé prend pas assez de poids, les parents sont inquiets pour ça, les mamans ont mal au sein, etc. Enfin, il y a tout un tas de questions assez de sujets un peu redondants par rapport aux difficultés de mise en place ou de poursuite de l'allaitement. Donc, ce qui est important de se dire, d'observer à ce moment-là, c'est est-ce que le bébé a accès au réflexe de ses mains, au réflexe de ses pieds, au réflexe de son dos, au réflexe de ses redressements de tête, pour pouvoir mobiliser sa motricité réflexe dans sa globalité, pour soutenir la fonctionnalité de sa langue, pour soutenir la capacité à coordonner succion, déglutition, respiration. Parce que chez un bébé qui cafouille un peu, qui est un peu plus fatigable, on va dire, qui a du mal à un petit peu ouvrir grand la bouche pour X raisons, qui va avoir une langue qui va un petit peu avoir du mal à faire ce mouvement de vague, de succion, etc. Ben, on a tout intérêt à ce que ce bébé soit en sécurité et stable au niveau postural pour pouvoir se concentrer sur sa sphère orofaciale correctement. Se concentrer, c'est pas le bon mot parce que ça voudrait dire qu'il y a une intentionnalité. Il n'y a pas d'intentionnalité là-dedans, mais le bébé a besoin d'une organisation corporelle solide et sécuritaire pour pouvoir téter et développer ses compétences au maximum de ses capacités. Donc, pour ça, bon, là, je fais référence aux travaux de Suzanne Colson, que Oui. en France et avec qui j'ai participé. Enfin, j'ai co-animé avec elle pas mal de formations autour de l'allaitement instinctif et on est en train de développer cette méthode en France beaucoup. Mais le bébé a vraiment besoin de dégager la motricité de ses deux mains et de ses deux pieds. Donc déjà, un bébé qui manifesterait, on va dire, pendant l'allaitement, beaucoup d'extension, parce que ça, c'est un cas un peu classique. Ouais. Un bébé, il a du mal à s'accrocher, il prend, il lâche, il prend, il lâche, il nage le crawl avec ses bras, il pédale avec ses jambes, il a des mouvements saccadés, il s'énerve, plus il s'énerve, moins il tète, plus il s'écarte du sein, plus on a tendance à attraper la tête du bébé et à essayer de vouloir imbriquer la tête du bébé et la maman. C'est assez terrible parce que là, les réflexes du bébé d'extension vont s'exprimer de plus en plus fort avec une grande force, une grande amplitude. Et en général, on n'a plus qu'à le calmer, à attendre qu'il se rendorme. Et puis, on va attendre le moment d'après puisque c'est difficile de calmer un bébé au sein au début. Après, plus tard, on peut mettre un bébé un peu agité au sein et c'est super, c'est très pratique. Mais au départ, c'est pas toujours facile. Donc, notre bébé a besoin de pousser sur ses pieds, il a besoin d'un appui plantaire, il a besoin d'utiliser les réflexes de ses pieds, réflexes de Babinski, donc extension des orteils et mouvement de cuillère de la cheville vers l'intérieur. Et puis parfois, l'antagoniste, l'opposé du Babinski, qui est le réflexe d'agrippement plantaire, qui est lui une flexion d'orteil, pour s'agripper à une surface. Quand j'allaite mon bébé, dans des positions qu'on m'a enseignées, peut-être en préparation ou parce que j'ai vu des photos de mères allaitantes ou j'ai regardé des vidéos, etc. Très classiquement, on voit des mamans qui allaitent en position Madone inversée, c'est-à-dire plutôt avec une motricité croisée pour la mère, ou l'horrible nom de ballon de rugby, où je me demande d'ailleurs, c'est pas possible que ce soit des femmes qui aient appelé cette position ballon de rugby. C'est forcément un médecin homme qui un jour a dit « Oh, on dirait qu'elle allait son bébé en ballon de rugby ». Je vois pas quelle femme qui vient d'avoir un bébé pourrait comparer son bébé à un ballon de rugby. Bon, bref. Ça, du coup, ça parle à tout le monde. C'est autre chose, mais en tout cas, le bébé dans ces positions ne peut pas utiliser ses réflexes. Je dis pas qu'il faut pas allaiter comme ça, parce que quand ça marche comme ça, on change rien. Quand on fait un truc qui marche, on change rien du tout. Mais pour les bébés qui sont moins bien organisés, qui cafouillent, les mamans qui ont des crevasses, qui ont des bébés qui arrivent pas à attraper le sein, qui s'endorment aussitôt très vite, qui arrêtent de téter très vite, ils vont avoir besoin de mobiliser leur motricité réflexe. Donc ils vont avoir besoin d'avoir un contact ventral vraiment étroit avec le corps de leur maman et d'être assez symétrique
symétriques face au sein et de ne pas avoir surtout d'appui dans leur dos. Un bébé est programmé pour prendre appui là où on lui donne un appui. Oui. Les ostéopathes connaissent ça bien. Ils utilisent ça tout le temps pour libérer les tensions des bébés. Et donc, si je maintiens mon bébé en position Madone avec un appui sur son dos, ben, il va avoir tendance à prendre appui et à utiliser là un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique labyrinthique en extension. Et le réflexe de Moreau va se manifester à ce moment-là très fort. Donc, réflexe de Moreau, la tête part en déflexion en arrière, les bras s'ouvrent de manière soudaine sur l'axe, les jambes aussi dans une certaine mesure. Et là, il y a une décharge de cortisol et d'adrénaline dans le corps du bébé qui est en train de lui dire, parce que son oreille interne est en train de lui dire, attention, t'es en train de tomber là. T'es en train de perdre ton équilibre, quoi. Donc, il faut que tu ailles chercher ta sécurité à l'extérieur. C'est l'histoire de ma chute tout à l'heure où je devais me rattraper aux branches, quoi. Hein. Donc, ça va éloigner le bébé du sein. Le bébé va du coup lutter contre la gravité en essayant de ramener ses mains vers l'avant, mais du coup, il va pousser sur le sein de sa maman à ce moment-là, et puis il va téter son poing qui est devant. Et alors, les mamans des fois me disent, mais j'ai pas assez de mains pour allaiter mon bébé. Alors, je dois tenir sa tête, je dois tenir son corps, je dois tenir mon sein, je dois ligoter ses bras le long de son corps, et puis je dois coincer ses jambes. Et il me faudrait, des fois les mamans me disent, il me faudrait 5 ou 6 mains Ludivine pour réussir à allaiter mon bébé. Donc, effectivement, quand on ne permet pas au bébé d'utiliser ses réflexes d'allaitement, les réflexes qui sont censés être un pont et un facilitateur de l'allaitement deviennent une barrière pour l'allaitement maternel. Ok, donc de l'intérêt déjà dans un premier temps de rencontrer une consultante en lactation qui vous permet en fait d'adapter ses positions. Voilà, d'adapter ses positions. Et là, ce que je dis, c'est pas les cas encore, tu m'as sollicité pour tout ça tout à l'heure, mais c'est pas les cas où il y a un problème de réflexe chez le bébé. Ça, c'est les cas où juste la conduite de l'allaitement n'aide pas à ce que ça se passe bien. La mère n'est pas installée confortablement, elle ne peut pas placer son bébé, elle n'a pas assez d'espace disponible sur son corps, elle est dans une position droite verticale, donc elle n'a pas de possibilité de faire le tour de cadran entre guillemets, de mettre son bébé soit longitudinal, soit en oblique d'un côté, soit en oblique de l'autre côté. Elle n'a pas de marge de manœuvre, quoi. Dans les positions Madone classiques, il y a une seule bonne position. Quasiment. Parce que 1 centimètre plus haut, 1 centimètre plus bas, ça tire, ça fait mal, ça marche plus, le bébé ouvre pas bien grand la bouche. Alors qu'à partir du moment où le bébé est placé en ventre contre ventre, la mère est tranquillement installée, adossée, pas besoin d'être allongée, loin de là, mais adossée, soutenue à l'arrière de son corps. À ce moment-là, elle va placer son bébé et elle va libérer ses instincts innés aussi et ses comportements innés qui vont faire qu'elle va placer son bébé exactement comme il doit être placé à ce moment-là. Et donc, on démystifie, un mythe tombe, le mythe de la bonne position ou de la bonne prise du sein. Un bébé qui utilise ses réflexes va pas forcément utilise bien ses réflexes, va pas forcément toujours être positionné comme un autre. Donc il y a des bébés qui sont nés en siège, qui vont avoir besoin d'avoir une jambe carrément recroquevillée sous eux pour bien téter. Il y a des bébés qui se sont présentés en hyperextension, qui vont avoir besoin d'être le menton qui va venir en premier au contact du sein et qui vont téter une tête très en extension. Il y a des bébés, vous les faites téter la tête en extension, c'est tout juste pas possible pour eux parce qu'ils sont encore profléchisseurs, ils ont encore ce pliage de flexion qui est très marqué et ils vont avoir besoin d'avoir le nez et le front entièrement enfouis dans le sein et d'avoir une stimulation des réflexes du visage juste pour toi, l'ostéopathe Charlotte, d'une stimulation trijumeau hyper large, en fait, des 3 branches du trijumeau en même temps, qui a un nerf à la fois de la face qui est à la fois sensitif et moteur. Et il y a des bébés qui vont avoir besoin de s'enfouir profondément dans le sein avec une tête quasiment en flexion pour pouvoir téter correctement. Je parle du démarrage de l'allaitement. Hein. Après, les bébés, ils s'organisent. Donc, tout ça, ça va dépendre de est-ce que c'est le réflexe tonique labyrinthique en flexion qui a dominé dans la vie fœtale et dans le moment de la naissance? Est-ce que c'est le réflexe tonique labyrinthique en extension qui a dominé? Et selon les réflexes qui ont été un peu plus activés que d'autres pendant la vie fœtale et le moment de la naissance, on va avoir des préférences d'installation. Le bébé va retrouver mieux le chemin du sein avec la tête en extension, d'autres avec la tête en flexion, d'autres avec une jambe pliée, d'autres... Mais moi, j'ai vu des mères allaiter des bébés quand elles laissaient aller leur comportement inné dans des positions que j'aurais pu juger de abracadabrantesques, quoi. Je me serais dit, non mais là, c'est pas possible, elle va avoir des crevasses, cette maman, vu comment elle allaite. Bah non, parce que c'était comme ça que ça marchait bien. Et après, bon voilà, les mères trouvent tout un tas de liberté quand les bébés commencent à téter de manière volontaire. Là, c'est tout à fait différent. On n'est plus sur la tétée réflexe des premiers jours et des premières semaines d'allaitement.
Voilà, ça c'est quand tout va bien. Voilà, je pense qu'on l'a compris. Toi, tu penses que c'est en allant vers ces positions, on appelle ça les positions BN, Biological Nurturing, qui permettent finalement de laisser le bébé s'exprimer, fonction des choses qui dominent chez lui, de ses petits blocages, de ses intégrations à lui. Ça lui permet de s'exprimer au mieux, d'utiliser au mieux ses capacités pour pouvoir téter. Ça, c'est quand... Et les capacités des mères à s'exprimer, parce que ce qui est important, j'avais cité pour la naissance l'interaction en fait entre les réflexes innés des mères et les réflexes. Alors là, je parle pas des réflexes archaïques des mères, mais des comportements Ouais. innés des mères, instinctifs, et les réflexes archaïques du bébé, les réflexes moteurs. Pendant Pendant l'allaitement, l'accouchement, c'est ouais. la même Donc ça, c'est chose. pareil. Ok. C'est pareil, il y a une interaction qui doit se faire. Si la mère est bloquée dans son corps, si elle a des tensions, si elle sacrifie son confort personnel par rapport à la prise de sein de son bébé, il n'y a pas d'interaction et donc il n'y a pas une relation de lait qui est harmonieuse à ce moment-là. Enfin, ou moins facilement. Ok, et donc maintenant, s'il y a un de ces réflexes, donc là, tu me disais dans la période de l'allaitement, les réflexes, c'est pas le moment où ils sont en train de disparaître, entre guillemets, ou de s'intégrer, c'est le moment où ils sont plutôt utilisés, au moins dans les Oui, démarrages d'allaitement. oui. Qu'est-ce qui peut nous laisser penser qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne euh, et qu'il faut travailler Ouais. ça? C'est-à-dire, on a tout fait, on a écouté la mère, on a proposé qu'elle s'installe confortablement, on n'a pas d'amélioration par rapport soit aux douleurs, soit au transfert de lait, si on veut parler de transfert de lait, etc. Et à ce moment-là, on peut penser à orienter peut-être vers un praticien qui en réflexe archaïque qui travaille avec les bébés parce que c'est pas le cas de tous les gens qui travaillent autour des réflexes. Mhm. Certains ne travaillent qu'avec des adultes par exemple ou qu'avec des enfants. Mhm. Euh, Ça va être par exemple l'attitude corporelle du bébé. Quand je parle de l'attitude, c'est le degré de flexion et d'extension du bébé par exemple. Donc là pour l'allaitement, ça va être clairement un bébé qui a tellement un pliage d'extension dans son corps, pour qui ça a l'air tellement laborieux et contraignant de s'enrouler un minimum, que bien sûr on va pouvoir trouver des ruses. Et j'ai vu des bébés à la naissance téter à califourchon sur la cuisse de leur mère complètement en extension avec une mère penchée sur eux et des bébés qui n'arrivaient à téter que comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, évidemment notre premier réflexe, nous ça va être peut-être les IBCLC aussi, c'est d'envoyer vers des thérapeutes manuels parce que là on se dit ah là ce bébé il a besoin d'être Ouais, libéré. on se demande d'abord est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Ça, c'est la première Voilà. étape. Ça, c'est la première étape. Et puis en parallèle, après ou en parallèle, si ce travail a besoin d'être consolidé ou soutenu par autre chose, là, on va pouvoir aller voir les réflexes qui sont en lien avec les capacités des bébés à trouver de la flexion ou trouver de l'extension. Et il y Ok. en a plein. En dehors Spinal. de la flexion et de l'extension, il y a quoi d'autre qui peuvent Alors, il y a laisser penser les asymétries droite-gauche. Donc là, Ok. on est aussi sur les attitudes posturales, hein, toutes les asymétries droite-gauche. Ce qu'on pourrait assimiler ou on pourrait se dire, tiens, même si c'est pas dans nos compétences peut-être, mais peut-être ce bébé, il a l'air, je dis bien, il a l'air d'avoir un torticolis ou en tout cas, il a une Mhm. rotation tellement préférentielle d'un côté que, voilà, peut-être qu'un Ouais, mon diagnostic. bébé tourne toujours la tête du même côté. Ouais, ouais, il Mhm. est à l'aise que sur un sein, il n'arrive pas à prendre le sein de l'autre côté, voilà. Alors après, il y a tout ce qui va être en lien avec les hyper sensibilités au niveau du visage, donc des réflexes nauséeux, des bébés qui n'arrivent pas à trouver cette mécanique au niveau langue, mâchoire, respiration, et pour qui c'est très compliqué parce qu'il y a tout un déséquilibre des réflexes orofaciaux dès le début de leur vie en fait. Mhm. Donc nous, en tant qu'accompagnants en IMP, là, enfin voilà, on a des petites choses qu'on met en place, mais je dirais que quand il y a vraiment des sérieuses choses au niveau de l'oralité, moi, j'invite plutôt les parents à aller voir des orthos spécialistes en troubles de l'oralité ou si vraiment, je dirais parce que la capacité à se nourrir au début, ça engendre quand même un souci presque vital par rapport au bébé. Bah, bien sûr. Donc, donc on n'est pas sur un trouble de l'oralité qui émergerait ou en tout cas qui poserait problème plus tard. Bon, on sait que le bébé a bien grandi, il a bien pris du poids, c'est un enfant maintenant. Moi, voilà, sur vraiment les choses autour de l'oralité, en général, le pédiatre, il est alerté par rapport à ça. En général, il y a une prise en charge déjà. Donc nous, on pourrait être la cerise sur le gâteau en tant qu'accompagnant en IMP, mais ce sera pas forcément notre rôle premier. Je dirais que vraiment
Au niveau postural, en tout cas, ce qu'on voit beaucoup, c'est des bébés qui s'enroulent pas aussi dans les écharpes, des parents qui sont très déçus, ils veulent porter leur enfant. Ouais, et ils disent mon bébé n'aime pas être porté. Très frustrant. Les bébés se jettent en arrière, même à bras, hein, en portage à bras, les bébés se jettent en arrière. Et puis ils ont aussi, alors c'est âge dépendant aussi tout ça, mais vraiment des bébés qui, même au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, n'ont pas la possibilité d'être posés, ne serait-ce que 5 minutes dans la journée, quoi. Ils ont du mal à plonger dans le sommeil, ils ont du mal à lâcher prise, ils vont jusqu'au bout de l'énervement avant de s'endormir, d'épuisement. Et évidemment, il peut y avoir des facteurs psycho-émotionnels, il peut y avoir tout un tas de choses. Il peut y avoir des thérapeutes qui aident aussi les parents, qui accompagnent les parents à revisiter le moment de la naissance, la vie fœtale. Il y a tout un tas, c'est multifactoriel. Mais quand il y a beaucoup de tension au niveau justement d'urmérienne ou en tout cas entretenu par un schème neuromoteur que l'ostéopathe n'arrivera pas à lever seul, parce que l'ostéopathe il va je vais pas dire c'est les mécaniciens du corps parce que c'est trop réducteur de dire ça, mais Non, mais faisons simple. voilà, il va faire son travail pour donner de la mobilité, lever les tensions du bébé. Mais si le câblage neuromoteur amène toujours le bébé à reprendre cette position, Il va avoir tendance à y retourner. il va y retourner. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller observer à quel maillon réflexe ça fait référence, cette attitude posturale ou cette particularité dans le comportement du bébé. Est-ce que c'est en lien avec un réflexe ou pas? Et le professionnel autour des réflexes, au bout d'une séance, il peut dire bah moi j'ai quelque chose à avoir dans cette histoire-là ou pas du tout, je vais pouvoir vous aider ou pas du tout, continuez ce que vous faites, c'est pas en lien spécifiquement avec les réflexes et il y a rien de spécifique à faire. Parce que tout n'est pas une histoire de réflexe non plus dans les difficultés que rencontrent les bébés autour de l'allaitement ou autour de leur posture. Donc flexion, extension, les latéralités et puis tous les réflexes autour du visage et de Ouais, l'oralité. tous les réflexes du visage et puis toutes les hypersensibilités aussi localisées, hein. C'est un peu plus rare, mais ça peut être les pieds, les mains, le ventre, voilà, des zones corporelles. Certaines zones corporelles sont en général au niveau du traitement sensoriel sont associées aussi à des réflexes archaïques. Ouais, et donc si tu disais, ça va pas se répercuter que dans l'allaitement. On va voir des signes aussi au moment du portage, on peut en voir au moment du change peut-être. Ouais, au moment du change, au niveau aussi de l'hypersensibilité plus globale, pas qu'au niveau tactile. C'est-à-dire, je pense aux hypersensibilités vestibulaires. On a des bébés qui peuvent pas supporter qui ont du mal à supporter le mouvement quand ils sont dans nos bras ou qu'on peut pas retourner du dos sur le ventre, du ventre sur le dos. Alors, ils peuvent être inconfortables, mais ça peut être aussi le fait qu'ils sont brassés au niveau vestibulaire. Donc là, je pense à des bébés, par exemple, où les mamans auraient vécu des grossesses alitées très tôt dans la grossesse. Donc cette maturation vestibulaire, il n'y a pas eu suffisamment de stimulation de mouvement maternel en fait pour faire maturer tout ce qui est myélinisation des nerfs lien avec l'oreille interne. C'est-à-dire qu'un bébé enfin une maman qui aurait par exemple été alitée toute une partie de grossesse et un bébé dans un utérus voilà un peu serré, on parle de ces utérus contractiles, voilà qui finalement laissent moins de place à ces bébés-là qu'à d'autres pour bouger. Ça va être quelque chose qui va faire que la proprioception, la partie vestibulaire de ce bébé va pas être aussi bien stimulée pendant la grossesse et donc un réflexe moins bien se développer. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc toutes les sensibilités des bébés, toutes les sensibilités aussi visuelles, auditives, en lien avec l'oreille interne et en lien avec en lien avec le mouvement de manière générale. Et puis en dehors de l'allaitement, c'est des bébés qui vont très vite. Alors les parents, sauf s'ils ont eu déjà d'autres bébés avant et qui peuvent comparer un petit peu, mais ça c'est plutôt les sages-femmes ou les pédiatres ou les médecins généralistes qui vont pouvoir, ou les ostéos qui vont voir que ce bébé il a du mal à décoller dans l'acquisition de ces différentes étapes de développement moteur. Donc c'est un bébé qui à 3 mois, 4 mois est toujours bloqué sur le dos, les bras en chandelier, qui enroule pas son bassin, qui attrape pas ses pieds, qui bascule pas encore d'un côté et de l'autre, même s'il se retourne pas encore à 3 ou 4 mois nécessairement un bébé, mais qui commence à s'enrouler en position dorsale,
Et puis après, qui va avoir du mal à amorcer son retournement, va avoir du mal à commencer à trouver une locomotion qui soit efficace, relativement à l'âge où on s'attend à ce que le bébé puisse développer ces compétences-là, quoi. Donc là, moi, le gros de mes demandes aussi dans mon cabinet, ça va être des indications de retard de développement. Donc souvent, les gens vont voir des psychomotriciens, vont voir des orthophonistes, il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais ils entendent parler des réflexes. Et c'est vrai que le travail sur les réflexes, il va vraiment servir, il va potentialiser la rééducation que vont mettre en place les autres professionnels. Ouais, ça va permettre d'engrammer en fait la rééducation que les autres professionnels essaient de mettre en place, mais qui trouvent finalement pas vraiment le chemin nerveux, quoi. C'est ça? Voilà, tout à fait, tout à fait. Parce que là, on va s'adresser vraiment, nous, avec nos différents outils, à cette boucle neurosensori-motrice et à cette maturation neurosensori-motrice. Après, le bébé, une fois qu'il est sur un terrain réflexe neutre, je vais dire intégré, et qu'on lui montre le chemin, Ouais. il va pouvoir se saisir de la perche qu'on lui tend. J'ai 2 questions. La première, c'est du coup, on en a parlé rapidement, les grandes causes de mauvaise intégration d'un réflexe. Donc pendant la vie fœtale, on l'a dit, par exemple, un bébé qui serait finalement pas assez stimulé parce que une maman a alité pendant longtemps, parce qu'un utérus qui laisse pas assez de place, la crise du logement, comme tu disais tout à l'heure, de cet utérus qui laisse pas à ce bébé autant de place que ce qu'il aimerait, même si je vous rassure, la nature gagne en fait, donc les bébés ça les empêche pas de grandir, mais par contre ils sont un peu à l'étroit. Alors effectivement, il y a 3 périodes sensibles. C'est pas des périodes critiques, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il se passe ça qu'il va y avoir forcément un problème de réflexe, mais c'est des périodes sensibles. Donc la première, c'est la vie fœtale. Pendant la vie fœtale, en plus que ce que tu as dit, il y a évidemment toutes les difficultés en lien avec une grossesse qui serait pathologique, quoi. Enfin voilà, toutes les difficultés qui pourrait y avoir au niveau qui pourrait atteindre le système nerveux du bébé et le bon développement et la croissance fœtale. Il y a aussi l'alimentation de la mère, les carences alimentaires. Ça, c'est Michel Audin qui en parle beaucoup dans ses formations, qui parle des carences en oméga 3, en iode, voilà, ça je vous laisse voir la littérature autour de ça parce qu'il y a de plus en plus d'informations là-dessus. Donc l'alimentation de la mère, pourquoi? Parce que ça peut affecter le développement du système nerveux du bébé aussi. Ouais. Voilà, c'est évidemment, si la mère est en proie à des émotions vraiment intenses et répétées, je sais pas, une mère qui est victime de violences, des situations extrêmes. Je parle pas des vagues émotionnelles et des montagnes russes émotionnelles qui font qui font que le bébé est en contact avec toute une palette d'émotions au niveau biochimique, et ça c'est tout à fait chouette pour lui. On parle de choses plus traumatiques. Voilà, des choses vraiment qui seraient traumatiques et qui fait que le bébé va activer ce fameux réflexe de paralysie par la peur dont j'ai parlé tout au début, beaucoup. Ouais, ok, et trop le stimuler. Voilà, et trop le stimuler, donc il va naître avec ce réflexe. C'est une espèce de réaction de figement dans son corps qui va faire qu'il va avoir du mal à aller vers le monde, plus de mal à aller vers le monde et à intégrer ses autres réflexes. Donc ça, c'est la vie fœtale. Au moment de la naissance, il y a le moment de la naissance et puis la première année de vie, les 2 autres périodes sensibles. Le moment de la naissance, c'est déjà, il faut quand même qu'on le cite parce que c'est hyper important, j'ai failli oublier, c'est la prématurité. Oui, bien sûr. Voilà, c'est la prématurité parce qu'on est toujours sur cette notion de maturité du système nerveux. Il y a beaucoup de réflexes, même s'ils émergent très tôt pendant la vie fœtale, qui finissent de s'exprimer, on va dire, qui finissent de se construire et de s'exprimer, de s'imprimer en tout cas pendant le dernier mois de vie fœtale. Donc si une grossesse ça dure 9 mois, c'est pas pour rien, c'est que même si on considère qu'à 8 mois en obstétrique on a un bébé à terme, enfin j'exagère, c'est pas exactement ce qui est dit, d'un point de vue des réflexes, 2 semaines, 3 semaines de prématurité, ça peut faire vraiment la différence, et les consultantes en lactation le savent bien par rapport au démarrage de l'allaitement par exemple. Bien sûr, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, ce fameux mécanisme succion, déglutition, respiration, lui, il arrive relativement tard à se mettre en place dans la grossesse, donc ça peut très bien être dans ces 4 dernières semaines qui pourtant médicalement le bébé est considéré comme à terme.
Ouais, voilà, voilà. Donc, il y a la manière dont le bébé va gérer, va mettre en place, va initialiser sa motricité réflexe pendant le processus de naissance, parce que la naissance même, c'est une initialisation très forte de la motricité réflexe. Ok, elle était déjà là dans la vie fœtale, mais là, il y a vraiment des choses qui se combinent comme jamais et qui ont des rôles et des fonctions très particulières. Donc, quand le bébé a bien utilisé ses réflexes dans la vie, au moment de la naissance, on sait que ça, c'est un bon départ aussi pour l'utilisation de ces réflexes dans sa vie aérienne, en fait. Donc, Ok. bah, Donc, quid de la césarienne? alors la césarienne, effectivement, mais je vais dire toutes les médicalisations, des surmédicalisations des naissances. D'accord. Ouais, toute intrusion, en gros, dans le processus naturel. Ouais, tout ce qui va entraver cette danse, en fait, cette orchestration entre le corps du bébé et le corps de la mère, fait que, voilà, à un moment donné, alors ça peut être aussi parce que le bébé, ses réflexes n'ont pas émergé de manière optimale pendant la vie fœtale, qui s'en sert pas de manière optimale pendant le processus de naissance, et donc on a besoin de médicaliser la naissance. Ça peut être aussi, Bien je dis sûr. pas que c'est forcément de la faute du moment de la naissance et des professionnels de santé qui étaient là à ce moment-là, mais particulièrement les péridurales qui sont très longues sur un col qui est pas encore dilaté, le déclenchement des naissances. Là, on voit que les bébés sont pas prêts encore, avec la tête bien fléchie parfois pour certains bébés. Et là, ça démarre mal, on va dire, du point de vue de la motricité réflexe pour la vie fœtale, en tout cas, pour le moment de la naissance. Euh, bon bah après forceps, ventouse, tout ce qui va potentiellement créer des lésions, enfin des lésions dans le corps du bébé. Donc là, bah, il faudra vraiment l'aide des thérapeutes manuels voilà, pour pallier un petit peu et libérer un petit peu tout ça. Je dirais qu'un facteur, alors là je vais pas dire de risque, mais de prévention majeure, bah, c'est l'allaitement maternel pour la bonne maturation des réflexes et la bonne Ouais. utilisation des Parce réflexes. que ça permet au bébé finalement de réutiliser, enfin, Oui. d'utiliser tous ses réflexes au mieux. Bah oui, donc ça marche dans les deux sens. Les réflexes, parce qu'ils sont là, permettent la bonne mise en place de l'allaitement, et Mhm. la bonne mise en place et la bonne poursuite de l'allaitement permettent la bonne maturation et la bonne inhibition des réflexes. Donc on D'accord. a un processus qui marche ici dans les deux sens. Et puis après la première année de vie, toute la première année de vie, bah ça va être la sphère affective du bébé, hein. Comment on répond aux besoins de manière adaptée, appropriée et permanente, enfin ou en tout cas permanente les premiers temps aux besoins de ce bébé. Donc, dans quelle situation émotionnelle, dans quel environnement émotionnel se trouve ce bébé, parce que un contexte émotionnel un petit peu difficile peut activer très fort en fait des réflexes de stress, réflexes de Mhm. paralysie par la peur, réflexes de Moro, etc. Ça va être tout ce qui va être libération des tensions par les thérapeutes manuels, et puis que le bébé puisse le plus possible profiter du mouvement, profiter de l'interaction corporelle rapprochée avec ses parents ou d'autres adultes ou d'autres enfants qui sont là dans la maison, que le bébé soit porté, soit massé, que tous ces systèmes sensoriels soient activés. Nous, on n'est pas des mammifères qui léchons nos bébés à la naissance, sans quoi ils mourraient, mais en revanche, on les caresse, on les porte longtemps, on les patrouille dans tous les sens, on les sent, on les respire, et on a vraiment des besoins d'interaction très proches avec nos bébés. Et c'est vrai qu'il y a des bébés qui profitent un petit peu moins de ces interactions-là pour X raisons. Et là, c'est pas un jugement de ma part, mais Mhm. voilà, ça dépend de l'éducation des parents, de nos possibilités, et du coup des bébés qui vivent, qui grandissent très vite dans un maternage un peu distal, qui correspond pas vraiment aux besoins de proximité et d'interaction corporelle dont ils ont besoin quand ils sont tout petits. Et puis la possibilité d'être placé sur le ventre très tôt, d'être au sol sur une surface ferme, tout ce qu'on appelle le courant, on va dire, le grand chapitre de la motricité libre. Ouais. Euh, voilà, pas mettre des chaussures au bébé pour qu'il puisse utiliser les réflexes de ses pieds à bon escient pour se propulser pour la reptation et les quatre pattes. Évidemment, si le bébé il a des chaussures alors qu'il est au sol, bah il va lever ses jambes et puis il va pas utiliser les réflexes de ses pieds pour se propulser. Mhm. Et puis bah ils vont rester actifs les réflexes de ses pieds s'ils sont pas utilisés, ce qui va lui donner plus tard potentiellement des difficultés à paramétrer le tonus de sa cheville, de son genou, de sa hanche, à se stabiliser, à s'enraciner au sol correctement, et puis qui va avoir un impact sur toute sa posture. Donc, bah voilà, en gros, première année de vie, voilà, posture, motricité libre, thérapie manuelle, tout ça, c'est des facteurs de prévention, allaitement maternel, et puis des parents avec un regard bienveillant, et puis en tout cas qui, bah, de toute façon, qui font ce qu'ils peuvent, hein, voilà, voilà, Bien sûr.
Et donc, en fait, à chaque stade, que ce soit un peu pendant la grossesse, pendant l'accouchement et ensuite, à la fois le réflexe est là pour que ça se déroule bien et à la fois, s'il n'est pas parfaitement bien, on a aussi des moyens très naturels, sans même de thérapie, pour les aider à s'intégrer, en fait. Ben oui. Que ce soit Ouais. l'accouchement qui se passe, enfin une grossesse qui se passe bien, l'accouchement qui se passe bien, un allaitement qu'on met en place, un parentage proximal, tout ça, Mhm. ça va aider finalement si jamais il y avait un petit couac quelque part à essayer de réaligner. Heureusement, l'humain, le bébé est hautement Eh adaptable. oui. Il a des grandes capacités de résilience et d'adaptation. Donc, il suffit pas qu'il y ait des difficultés de naissance pour qu'il y ait plein de réflexes pas intégrés avec des impacts majeurs. Il suffit pas qu'il y ait un non-allaitement maternel, etc. C'est vraiment multifactoriel. Et d'ailleurs, les professionnels, thérapeutes manuels, consultantes en lactation, enfin tous ceux qui ortho, ergo, qui gravitent autour des bébés, vous tous, vous intégrez les réflexes, vous participez à intégrer les réflexes du bébé. C'est-à-dire qu'un ostéo fait de l'intégration des réflexes. Une orthophoniste, quand elle rééduque une succion, une déglutition, qu'elle fait reculer un réflexe nauséeux, elle intègre des réflexes. Pareil pour d'autres types de professionnels de santé. Sauf qu'on a pas forcément calqué cette grille de lecture-là sur nos cœurs de métier existants, mais on le fait déjà. Ouais. La différence avec un accompagnant autour des réflexes, c'est que nous, c'est notre cœur de métier, donc on va vraiment pouvoir scanner un petit peu, checker là où en est le bébé dans son profil réflexe et aller proposer un programme moteur ou un programme sensoriel personnalisé par rapport juste au maillon réflexe qui semble un peu moins bien intégré chez ce bébé et qui semble être à l'origine d'un certain nombre de Mhm. difficultés. Donc, on met le zoom de manière un peu plus précise peut-être à certains moments. Et Oui. puis, on a des procédures qui sont propres à notre milieu. Voilà, et comme l'ostéopathe met le zoom sur la partie plus mécanique. Tout à fait. Pour faire le parallèle à ce que tu viens de dire avec le côté résilient des bébés, j'explique souvent aux patients, voilà, bébé, un peu pour les mêmes raisons qu'un réflexe peut être mal intégré, mais voilà, c'est encore une fois cette grossesse contractile, ce bébé qui est près de la porte de sortie et qui appuie dessus un peu trop tôt, cet accouchement qui se passe mal, qui dure longtemps, qui finit au forceps ou en césarienne, etc. Ça va être des raisons pour un bébé d'avoir des blocages, mais c'est pas parce qu'il a eu tout ça non plus que systématiquement il est bloqué. Ouais. Et puis il a aussi ses capacités, comme tu dis, de résilience, et nous on appelle ça notre corps à son Stasi. homéostasie. Et donc on a des capacités de retour à la normale, et heureusement, sinon à chaque fois qu'on se prend le pied dans un trottoir, on serait complètement coincé, à Et l'âge l'inverse est adulte aussi. vrai. L'inverse est vrai, c'est-à-dire que moi, je vois des enfants qui arrivent pour des difficultés. Je sais, moi, je vois beaucoup d'enfants qui ont des troubles de l'attention, des grosses dyslexies, etc. Et puis, quand je demande comment il est né, eh ben, il est peut-être né en piscine. La mère mangeait des graines germées, je caricature, et il est né avec des mantras tibétains dans les oreilles, mais pourtant, il a des problèmes de réflexe, quoi. Donc c'est très 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 complexe. Il y a plein de mécanismes qui se télescopent et qui sont en jeu. Mais en tout cas, ce qui est essentiel, c'est d'aller de l'avant. En tout cas, nous, notre rôle en tant qu'accompagnant en IMP, c'est d'aller vraiment faire un état des lieux de là où en est le bébé par rapport à son développement. Donc, on a des tests de réflexes qu'on va faire. Donc, à un âge donné, on va s'attendre à voir cette réaction motrice apparaître quand on déclenche le réflexe. Et à un autre âge donné, on est censé ne plus voir. Donc, on va faire vraiment un état des lieux de là où en est le bébé. Mais bien sûr, on va pas s'arrêter au test parce qu'on va observer le comportement global du bébé. Et chez un bébé, ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est l'utilisation de son corps, sa motricité, sa mobilité, la manière dont il est capable à âge approprié aussi d'explorer les différents plans de l'espace, de communiquer, de se déplacer. Et tout ça, plus le récit des parents de ce qui se passe à la maison, ça nous permet d'identifier, ah bah là, tiens, il y a tel réflexe qui est vraiment trop actif, ça gêne le bébé dans son développement, donc donnons-lui un petit coup de pouce pour qu'il puisse avoir accès à ses capacités, ses aptitudes et son potentiel, quoi. Une autre question, Oui, on parle beaucoup autour de l'allaitement des freins de langue. oui, Et de la façon dont ça vient impacter la succion d'un bébé, enfin des freins de langue et de lèvres et de joues, voilà, je les mets tous dans le même paquet, restrictifs, et qui viennent impacter la succion d'un bébé. Voilà, fin de la question. ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un sujet que bah, sur lesquels je suis sensibilisée parce que du coup
je travaille avec des gens qui ont tous fait la formation pour les freins restrictifs buccaux. Et moi, je suis pas formée aux freins restrictifs buccaux. Enfin, j'ai vu des vidéos, je vois des gens beaucoup qui, voilà. Mais en tout cas, moi, je reste vraiment dans mon domaine des réflexes. Mais par contre, je travaille avec un réseau, enfin, interdisciplinaire qui m'envoie beaucoup de bébés pour ça, parce que du coup, l'orthophoniste a fait la désensibilisation, parce qu'il y a, par exemple, une hypersensoralité, et puis le chiro ou l'ostéo va travailler sur la partie corporelle, et puis et moi, je vais plutôt me joindre un peu à la partie en non pas focalisant vraiment sur les réflexes orofaciaux si la difficulté est orofaciale, mais je vais vraiment à faire, ce que je disais tout à l'heure, mon bilan beaucoup plus large. Et en général, chez les bébés chez qui les freins sont restrictifs et amènent une difficulté d'allaitement ou d'oralité alimentaire, etc., de toute façon, je vais retrouver moi des réflexes de l'axe, des réflexes axiaux qui sont en déséquilibre, hyperactifs ou hypoactifs. Ouais, donc quand on dit de l'axe, tout ça c'est la colonne, enfin vous voyez c'est la verticalité quoi. C'est la verticalité qui est d'abord une horizontalité, mais qu'après voilà, donc il y a la colonne, il y a le tube digestif, c'est nos deux référentiels là, comme ça, qui traversent notre corps de part en part pour le tube digestif, et donc on a vraiment cette organisation en fait axiale et cette organisation du mouvement du centre vers la périphérie qui est en général entravée quand le bébé a un frein vraiment restrictif avec un impact important sur l'utilisation de son mouvement. Donc moi je vais compléter un petit peu le travail éventuellement de l'ortho, du chiro, de l'ostéo en transmettant, parce que j'ai oublié de le dire mais c'est vrai que c'est essentiel, moi je vois pas les bébés je dirais 2 fois par semaine, comme certains orthophonistes ont l'habitude de travailler, ou moi je vois les bébés une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois. Des fois je les vois qu'une fois, des fois je les vois 10 fois. Ça dépend des défis que les familles et que les bébés traversent. Mais mon but, c'est de déterminer le programme d'activité qui va être à pratiquer à la maison par les parents. Parce que c'est vraiment la collaboration pour moi avec les parents est hyper importante, déjà pour valoriser, je vais pas en faire les thérapeutes de leur enfant, mais pour valoriser les compétences parentales. Et puis, parce que le bébé a besoin de recevoir de l'information quotidiennement. Oui, parce que c'est une sorte de rééducation finalement que tu proposes. Voilà, pour que les choses puissent... Et puis j'utilise beaucoup le quotidien aussi pour pas qu'il y ait cette notion d'exercice à faire qui est tellement lourde pour les parents, je trouve. Et déjà, des fois, quand certains envisagent une chirurgie, une phrénectomie, etc., il y a déjà cette notion de préparation sous forme d'exercice. Donc moi, je vais pas être la énième professionnelle qui va rajouter des exercices. Donc, je vais proposer des temps de partage par le biais du jeu, par le biais de l'interaction, par le biais du massage. Mais bon, j'ai ma petite idée derrière la tête quand je fais ça. Je vais pas donner les mêmes choses pour tout le monde parce que je vais viser des réflexes particuliers à ce moment-là. Donc, j'utilise beaucoup le corps du parent. Beaucoup de mouvements en fait que je vais demander aux parents de faire avec le bébé sur eux, par exemple. Ça, je fais beaucoup de choses comme ça. Donc, je vais utiliser le corps du parent pour qu'au niveau myofacial, au niveau corporel, le bébé puisse j'allais dire, se synchroniser, se syntoniser, s'accorder sur la structure corporelle de son parent. Et j'utilise beaucoup de choses comme ça. Donc, ce n'est pas rare que dans mes accompagnements, j'intègre les réflexes des parents s'il y a de la motricité réflexe qui est toujours présent chez un parent qui arrive pour un bébé qui a un frein de langue et qui envisage une chirurgie et qui est paniqué parce que l'allaitement a du mal à se mettre en place, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas toujours le cas même avec des freins restrictifs buccaux, l'allaitement des fois se passe bien. Et puis peut y avoir une maman qui a un réflexe Moro qui est très actif à ce moment-là, un réflexe de protection qui va raccourcir toute sa chaîne musculaire à l'arrière de son corps. Elle a les mollets en béton, là, elle est toute tendue de partout à l'arrière de son corps, et elle a du mal à placer son bébé à mobiliser son bébé, à placer son bébé sur elle pour l'allaiter, parce que je vois qu'elle est gênée dans son mouvement, elle est parasitée dans son mouvement. Donc à ce moment-là, je propose un bilan des réflexes aussi de la maman, et puis je travaille sur l'organisation corporelle et donc cognitive et émotionnelle de cette maman pour qu'elle puisse soutenir, accompagner son bébé avec tout son potentiel, elle aussi. Donc, mais mon axe de travail est celui de la parentalité et de la synergie familiale. Ce n'est pas forcément l'axe de travail de tous les accompagnants en IMP, mais moi, c'est ma manière de travailler. Donc, beaucoup de réflexes d'axe
axiaux chez les bébés qui ont des freins de langue restrictifs. En tout cas, j'ai pas d'études scientifiques qui le prouvent sur corrélation entre réflexes et freins restrictifs, mais c'est mon observation, c'est ton expérience. Et puis des réflexes main-bouche, pied-bouche, pardon. Donc pied-main, oh là là, je vais y arriver. Pied-main. Donc je vais pas forcément me jeter sur la bouche d'un bébé et aller tester les réflexes de son visage parce que je sais qu'il est déjà suivi en orthophonie, peut-être pour ça, etc. Donc moi, je vais aller beaucoup travailler les réflexes de la périphérie, beaucoup ramener de lissage entre le centre et les périphéries, sur la partie avant du corps, sur la partie arrière du corps, imprimer aussi beaucoup de bercements, proposer beaucoup de bercements. Donc il va y avoir des stimulations tactiles, et si c'est tactile, c'est proprioceptif, des stimulations plus vestibulaires sous forme de bercement, et des mobilisations aussi un peu passives, que certains ostéopathes montrent des fois aussi aux parents. Et puis voilà, on établit un petit programme moteur qui font que les rééducateurs vont pouvoir travailler plus efficacement aussi, quoi. Ok, parce que du coup, ce frein restrictif et les tensions qu'il génère peut lui-même être à l'origine d'un dysfonctionnement ou d'une mauvaise intégration plutôt d'un réflexe. Ben oui, parce qu'à partir du moment où ça tire quelque part, ça veut dire qu'il y a un manque de mobilité, il y a une restriction de mouvement obligatoirement. Et s'il y a une restriction de mouvement, ben, il y a un réflexe, il y a un patromoteur qui va pas pouvoir maturer correctement. Je sais pas, par exemple, un bébé qui va tourner toujours la tête d'un côté parce que j'en sais rien, il a un frein de joue très serré d'un côté, par exemple, ou même de langue, ou voilà. Donc il va explorer une rotation de tête. Donc il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou, qui est un réflexe, comme son nom l'indique, asymétrique, qui dépend de la position de la tête, de la rotation de la tête. Donc il va engager sa motricité et sa cognition et ses sens toujours du côté de ce côté-là. Donc, il y a un hémicorps qui va être actif et l'autre va être un petit peu moins actif. Et du coup, je vais me retrouver avec ce bébé qui va avoir un réflexe tonique asymétrique du cou, qui va pas être intégré puisque le bébé n'a pas conscience de sa ligne médiane. Déjà, il n'a pas exploré un côté puis l'autre. À cause de la restriction qu'il avait au démarrage. Qui peut être liée ou pas au frein, cette restriction. Un bébé qui tourne la tête d'un côté, c'est pas toujours un frein de langue. Non, c'est pas toujours un frein de langue, en effet. D'abord, on vérifie qu'il n'y ait pas quelque chose qui coince, tout simplement. Ouais. Donc voilà, c'est intéressant de travailler en équipe pluridisciplinaire. Bon, je pense que c'est un peu la conclusion de beaucoup de gens que tu interviews, parce que c'est pas faux. C'est l'avenir de nos professions. Moi, en tout cas, je suis complètement, à 100% dépendante des thérapeutes manuels dans ma profession. Je pourrais pas travailler. Et puis j'ai plusieurs ostéos et chiro avec qui je travaille, et puis suivant leur personnalité, les outils qu'ils utilisent, je vais envoyer plutôt tel bébé, telle famille. Je sais que si la mère, ça va pas accrocher avec tel ostéo, j'envoie vers une autre ostéo, etc. C'est des questions d'affinité d'adulte à adulte aussi parfois. Donc voilà, j'ai tout ce réseau de thérapeutes manuels, parce que même chez un enfant plus grand ou un adulte, s'il y a des tensions qui sont là, qui sont une structure corporelle qui est pas suffisamment libre, le système nerveux va toujours chercher à nous aider, à nous faire fonctionner à l'économie. Donc, si j'ai, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, des raideurs au niveau de la nuque ou une tête qui est projetée en avant, et puis si j'ai la zone entre les omoplates qui est douloureuse, ou si j'ai j'enroule mes épaules, puis j'ai mon petit pectoral là ici qui est tout rabougri là devant, j'enroule mes épaules ici, parce que j'ai des difficultés posturales et des tensions en lien avec mes cervicales, ou je ne sais quoi, je dis n'importe quoi là. Et ben du coup, mon réflexe tonique labyrinthique en flexion, au bout d'un moment, il va se dire non mais elle se tient tout le temps comme ça. Donc, je vais recruter le patron moteur le plus archaïque qui soit, qui fait que je vais lui rendre la vie confortable, et elle va tout le temps rester comme ça. Donc, les réflexes, en fait, ils viennent aussi à notre rescousse quand on a des douleurs, quand on a des difficultés posturales à l'âge adulte. J'ai beau avoir peut-être intégré mes réflexes petits, parce que j'ai été maternée, j'ai été portée, j'ai été allaitée, j'ai passé mes étapes de développement moteur avec succès, j'ai marché à 4 pattes pendant 6 mois, je me suis retournée, j'ai été élevée dans un contexte éducatif vraiment bienveillant, etc. Mais malgré tout, à l'âge adulte, je bosse devant un ordinateur toute la journée, je suis hyper sédentaire, je mange mal, j'ai des accidents de la vie au niveau émotionnel, et à un moment donné, j'ai besoin d'aller chez le thérapeute manuel pour lever mes tensions. Mais si je le fais pas, et si moi je n'envoie pas vers un thérapeute manuel pour lever les tensions qui se sont accumulées dans le corps, et que je vais m'adresser au patron moteur,
le corps, il va dire, bah non, 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 ça tire toujours là, donc elle est toujours enroulée. Donc le patron neuromoteur qui est envoyé à ce moment-là pour faciliter la tenue de cette posture, ça va être ce réflexe tonique labyrinthique en flexion. Là, je cite celui-là, ça pourrait être Ouais. un autre réflexe à ce moment-là. Donc ça peut être une tension structurelle, enfin un désordre musculo-squelettique qui va générer la persistance d'un réflexe ou la Ou la réapparition. Ouais. réapparition d'un réflexe à l'âge adulte, mais ça peut être aussi un réflexe non intégré depuis la petite enfance qui va générer des grosses tensions de compensation musculaire au bout d'un moment et qui va créer une douleur chronique à l'âge adulte. Oui, ça marche dans les deux sens, en fait, à tous les âges. Quel est l'œuf, quelle est la poule, on ne sait pas trop des fois, mais on agit sur les deux. Voilà, on tire le fil des deux côtés et en général, là, ça marche bien pour Et en les gens. général, ça marche, ouais. Ok. Ça va? Ouais, ça va. J'apprends en même temps que vous, là, hein, tout le monde. Donc voilà, je percute en même temps. Aujourd'hui, qui est formé à ces thérapies d'intégration motrice primordiale? Toi, c'est des gens comme moi. Moi, je ne fais que ça, en fait. Je fais que de l'intégration motrice primordiale et je soutiens aussi les allaitements avec cette grille de lecture-là, etc. Et il y a des gens comme moi qui n'ont que cette profession-là, mais la majorité du temps, ils sont kinés, ils font autre chose et puis ils utilisent des outils d'intégration des réflexes pour rendre plus efficaces les choses qu'ils font dans leur cœur de métier, en fait. Ils complètent leur boîte à outils. Ouais, c'est un bout de la boîte à outils. Donc Voilà, finalement, voilà. si votre allaitement, revenons-en à l'allaitement, est problématique, la première chose évidemment, c'est d'appeler une consultante en lactation Ouais. qui puisse faire un point général de la situation, préserver votre lactation, voilà, et essayer de comprendre pourquoi ça se passe mal. Et après, voilà, fonction des thérapeutes que vous allez rencontrer, qu'éventuellement cette consultante, vers qui cette consultante vous oriente, et fonction de la réussite des différents traitements. Il y a cette partie réflexe archaïque, intégration motrice primordiale, qui est importante parce que parfois ça peut aussi faire le lien finalement entre ces différentes thérapies. Tu l'expliquais tout à l'heure, entre le blocage, la rééducation, et puis pour autant, ça va toujours pas. Est-ce que finalement le chemin neurologique est fait, quoi, est intégré? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, si vous êtes intéressé pour prendre contact, je pense à peut-être des professionnels de l'allaitement qui seraient intéressés pour essayer de trouver un contact avec un accompagnant en IMP de leur région pour voir comment ils pourraient collaborer, par exemple. Ouais. Sur le site de l'IMP, c'est le site réflexe au pluriel.org, réflexe avec un s.org. Il y a un annuaire des praticiens qui sont certifiés en IMP. Donc, il y en a pas encore dans toutes les régions les plus reculées de France, mais il y en a de plus en plus. On Très certifie bien. une quarantaine de personnes par an. Donc, depuis 2011, ça commence à faire un paquet de monde, quoi. Donc, Ok. voilà, voilà. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir se mettre en lien avec quelqu'un qui peut faire ça. Et puis de vous assurer que si vous voulez envoyer des bébés, si c'est votre spécificité, que la personne travaille avec les bébés, parce qu'encore une fois, c'est pas le cas de Ouais. Ouais, tous et les... spécifier que c'est bien pour la Ouais. partie périnate. Mm, mm. Ok, bon, ben super. Je crois que on a dit plein de choses. Ça va être un épisode riche en informations autant pour les parents Mhm. que pour les pros. Je dirais qu'on a survolé beaucoup de choses sans rien approfondir vraiment. Donc, s'il émerge des besoins, des envies de s'entretenir sur des choses plus précises, de donner des exemples plus concrets, d'approfondir peut-être un petit peu réflexe et allaitement, parce que c'est vrai qu'on a parlé plein de choses connexes, mais peut-être on n'a pas passé assez de temps sur cette partie. Bah Peut-être qu'on y voilà, reviendra. faut me solliciter et puis me dire voilà, là tu me prends entre quatre yeux et tu me dis voilà, je veux que tu parles de ça maintenant et je le ferai. Ouais, et ben ouais, voilà. Donc du coup, on vous invite en commentaire ou à m'envoyer un petit message pour voilà, avec vos questions, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est pas clair. On peut tout à fait y revenir sur un second épisode avec Ludivine pour spécifier certaines parties. Là, en effet, on a essayé de survoler aussi pour qu'on puisse comprendre voilà, ce que c'est qu'un réflexe de façon plus générale, les impacts dans d'autres activités que l'allaitement, parce que c'est important. Il y a pas que l'allaitement et le diagnostic qui se fait aussi à travers les autres occupations d'un bébé, d'un enfant ou d'un adulte. Mais voilà, s'il faut spécifier, on le fera.
laisser libre cours à vos envies et vos questions en commentaire. Et voilà, on est à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi, c'était super intéressant. Et je vais te poser une petite question pour finir, que j'aime bien poser aux mamans aussi. Si en un mot, Ludivine, tu devais me dire ce que c'est que l'allaitement, tu dirais quoi? Je dirais que c'est la continuité. Ok. La continuité entre la grossesse et puis entre la vie fœtale, la vie néonatale, entre la grossesse et le postnatal. Et pour moi, ça adoucit cette continuité. Et voilà. Ok. Ah non, une autre question. Je crois que j'ai déjà la réponse, mais c'est quoi ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? La position en contact ventral rapproché. Ok. Super. Merci beaucoup Ludivine d'avoir répondu à mes questions et d'avoir essayé de nous éclairer sur ce sujet qui a l'air très important de l'intégration motrice primordiale, donc l'IMP. Je vous invite à retrouver Ludivine via donc, le site internet qu'elle vous a énoncé juste avant, réflexe.org. Et puis voilà, encore une fois, laissez libre cours à vos questions, ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode et puis ce sera super. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, soirée, ou je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée d'aujourd'hui. Et à très bientôt dans Milkshaker. Merci Ludivine. Merci, au revoir. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side.
text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.